Aretha Franklin was not only an unparalleled artist. Aretha Franklin n'était pas seulement une artiste hors du commun. C'était une activiste des droits civiques et elle se battait pour la liberté. Elle représentait le meilleur de notre communauté et elle s'est battue pour elle jusqu'à la fin. Dans la lignée de la Grande Table Culture et de notre rencontre avec l'écrivain américain Colson Whitehead pour Nickel Boys, l'histoire d'Elwood, jeune afro-américain victime d'une erreur judiciaire dans la Floride des années 60, promis un grand avenir qui va passer par la broyeuse d'une maison de correction. Retour aujourd'hui dans la deuxième partie de la Grande Table sur la lutte pour les droits civiques à travers deux figures noires de l'Amérique, deux figures militantes et artistiques de ce combat pour l'égalité. L'écrivain de Harlem, poète, dramaturge James Baldwin et la reine de la soul, Aretha Franklin, avec une double actualité culturelle. Pour Baldwin, la publication d'une de ses pièces, inédite en France, écrite en 63-64 et produite à l'époque à Broadway. Blues pour l'homme blanc, paraît chez Zone Édition. Pour cette pièce coup de poing, James Baldwin s'est inspiré du meurtre d'un adolescent noir dans le Mississippi des années 50, dont l'assassin sera acquitté. On y revient dans une dizaine de minutes avec son traducteur, Gérard Cogé, professeur de littérature à l'Université de Lille. Et puis, Aretha Franklin, portrait à l'occasion de la diffusion mercredi prochain sur Arte du film Soul Sister, réalisé par la documentariste France Swimberge, notre invitée. Portrait d'une grande artiste et militante, comme l'a qualifié à l'instant le pasteur Sharpton. Bonjour à vous, France Swimberge. Bonjour. Bienvenue. There was music everywhere, music pouring out of the windows and out of the front door, and music in the living room, and there's music going upstairs, and music in my brother's room, and somebody's playing a record player over here. Just music all over the house. My dad used to yell down the steps, "Aretha, get off that piano!" Elle est née en 1942, Aretha Franklin à Memphis. Elle est décédée il y a 2 ans à Détroit. Aretha Franklin, qui est la fille d'une chanteuse de gospel et d'un père pasteur, comme elle le dit, elle l'évoque dans ce premier extrait. Sa maison baignait dans la musique. Elle est vraiment née dans ce chaudron-là. Mais dites-nous-en un tout petit peu plus. Qui est-elle? D'où vient-elle exactement? Donc, elle est née à Memphis et quand elle arrive à Détroit avec son père, elle a 4-5 ans, elle est vraiment toute petite et s'installe dans une maison qui est au cœur, qui est vraiment l'épicentre de la soul puisque ses voisines s'appellent Diana Ross, il y a Smokey Robinson qui est à 2-3 maisons de là, Berry Gordy, le fondateur de la Motown. Donc, c'est vraiment un quartier ouvrier de Détroit, col bleu, mais dans lequel elle s'installe. Et ils sont toute cette génération qui vont devenir les grandes figures de la soul. Et dans cette maison transitent aussi bien des grandes figures du jazz de l'époque, du gospel, Mahalia Jackson, Dinah Washington, qui sont très proches du père d'Aretha, C.L. Franklin, mais aussi Martin Luther King, qui est un ami proche de C.L. Franklin. Donc elle grandit entourée de ces figures emblématiques de la communauté noire. Alors elle va très vite suivre son père, la famille, en tout cas à Détroit. C'est cette ville quand même très particulière qui va aussi la marquer. Vous présentez ou vous évoquez Détroit avec notamment l'historien Jamon Jordan dans le documentaire comme un mélange de la culture du Sud, c'est-à-dire que les Afro-Américains qui sont venus vivre là ont apporté l'importance pour eux de l'Église, de la croyance, de la cuisine, à une culture très urbaine, celle du Michigan. C'est ce qu'on comprend aussi devant votre caméra. Détroit, à l'époque, qu'est-ce que c'est exactement pour planter le décor comme ambiance? Au moment où elle arrive, c'est Motor City, c'est-à-dire la ville de l'industrie florissante automobile. Donc effectivement, il y a General Motors, Ford, enfin ces grands patrons qui financent aussi la culture, parce qu'ils construisent aussi des salles de spectacle. Donc c'est vraiment une ville avec une intensité industrielle très forte et qui va devenir une intensité culturelle aussi forte après, avec la création de la Motown. Et effectivement, elle arrive, donc c'est un paysage urbain du Nord, c'est le Nord industrialisé, et elle suit la route de la Grande Migration, c'est-à-dire elle vient du Sud, et comme
beaucoup des centaines d'ailleurs de milliers d'Afro-Américains, les Franklin vont partir du nord vers le sud, donc pour fuir la pauvreté, le racisme endémique du sud, vers le nord industrialisé. Donc effectivement, elle a ce mélange, elle va grandir dans ce creuset de ce nord qui est imprégné de la culture du sud, et ça va se répertorier d'ailleurs dans sa musique et dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire effectivement les Cadillacs dont Aretha, enfin elle est toujours au volant de ces Cadillacs roses incroyables. Ce sont des usines, ce sont très urbains du nord, mais en même temps avec cette culture de l'église du sud, de la nourriture, de la soul food, quelque chose d'assez charnel, et elle va mélanger les deux. Quelle personnalité pour vous, Aretha Franklin? Parce que quand on la voit sur ses premières images, quand elle est encore toute jeunette, dans ses archives, qu'on retrouve dans votre documentaire Soul Sister, elle semble plutôt être une fille sage, plutôt dans le rang aussi, assez pas conventionnelle, mais plutôt établie d'une certaine manière. Elle n'a pas l'air de sortir du rang. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Elle sort du... Alors, effectivement, c'est vrai. Et puis surtout, elle grandit sous cette figure tutélaire qui est celle de son père, qu'on appelait quand même the man with a $1 million voice. C'est-à-dire, c'est vraiment l'homme à la voix qui valait un million. Tellement il a une voix comme ça de pasteur, de prédicateur absolument incroyable. Oui, vous dites dans le film une voix thermonucléaire. Avec ses sermons, il l'électrise. Voilà, c'est ça. Un peu comme celle de Mohamed Ali, de Martin Luther King, comme on le raconte. Et les femmes s'évanouissent pendant ses sermons. Enfin, c'est vraiment un showman incroyable. C'est un pasteur et un showman. Il est habillé avec des complets pas possibles, 3 pièces, des chaussures en croco. Enfin bon, il est très charismatique. Donc elle est quand même, elle hérite de lui cette façon de pouvoir mener une assistance. Et en même temps, elle est effectivement assez écrasée par cette figure. Et quand elle commence à chanter dans la chorale de l'église, on est allé filmer, elle se révèle parce qu'elle a une voix exceptionnelle. Et quand elle commence à passer des chants, on va dire, d'église aux chants profanes, elle emporte avec elle toute cette dimension-là et elle explose. Que doit-elle à son père, Aretha Franklin, extrait de votre documentaire Soul Sister? Elle avait cette capacité dramaturgique à prendre du génie de son père en tant que pasteur. Elle a réussi à comprendre comment manier la cadence, les silences. Elle aussi, c'était une prêcheuse. Il y avait des éléments dans la musique d'église qu'elle a été capable de capter, qu'elle a appris. Ce n'est pas tombé du ciel. Elle ne l'a pas inventé. Il y a par exemple le call and response, cette façon intense dont la communauté s'implique dans la musique. C'est un appel, puis une réponse, un appel et une réponse. De votre documentaire, France Swinberge, Aretha Franklin Soul Sister, portrait de cette reine de la soul qui a fait vibrer l'Amérique du XXe siècle et qui continue aujourd'hui encore à avoir cette voix qui porte, musicale mais aussi militante. Aretha Franklin, justement, elle a 13 ans quand Rosa Parks est arrêtée après son boycott d'un bus. Est-ce qu'elle va grandir plutôt à l'abri des tensions sociales, politiques qui secouent le pays? Ou est-ce que c'est des discussions qui sont aussi nombreuses déjà à la maison? Son père est un grand militant des droits civiques. C'est lui qui fait venir Martin Luther King à Détroit en 1963, juste avant d'aller à Washington, et qui lui fait faire cette grande marche pour les droits civiques, lors de laquelle il va prononcer son discours I Have a Dream pour la première fois. Donc
forcément à la maison, les discussions tournent beaucoup autour de ça. Et l'injustice, elle la connaît aussi, puisqu'elle part sur les routes très très tôt, faire la tournée des églises avec son père, avec ses sœurs aussi. Donc lui prêche et les filles sont dans la chorale. Et elle passe par ce qu'on appelle le cheat-in circuit, c'est-à-dire ces endroits qui ne font pas de discrimination envers les Noirs. Et ce sont des conditions de tournée extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dormir, manger ou aller aux toilettes dans des endroits, près d'endroits dans lesquels elle a le droit de jouer, à cause de la ségrégation. Donc, toute petite, elle connaît, elle est imprégnée de elle n'est pas du tout à l'abri de cette injustice. 63, elle a 21 ans, I Have a Dream, Martin Luther King, cette décennie des années 60 aux États-Unis, vous l'évoquez, la ségrégation bat son plein. C'est aussi en 63 que James Baldwin prend sa plume pour écrire Blues pour l'homme blanc. On se remet dans le contexte avec cette archive INA, Paroles d'Américains. You think that Negro and white are equal? Vous pensez que les Noirs et les Blancs sont égaux? Well, la Constitution dit qu'ils sont égaux, mais leurs manières de vie ne sont pas égales. Je suis pour la ségrégation. Why? Pourquoi? Parce que c'est notre coutume ici et je ne crois pas qu'il faille que les races se mélangent. Je crois qu'il faut que les choses restent comme elles étaient. Les Noirs n'ont pas été élevés avec nous, ils sont toujours derrière nous et il faut qu'ils y restent. Thank you very much. Yes, sir. God bless you. Thank you, too. Madam, are you for or against integration? We are against it. Je suis contre. Why? Pourquoi? Well, because we have a little girl that goes to... C'est la Bible qui nous dit que nous devons être contre l'intégration. And you, madam? Et vous, madame? I don't approve. Je n'approuve pas l'intégration. Because God didn't make us that way. Parce que Dieu ne nous a pas fait comme ça. Voilà, Paroles d'Américains, on est en 1963 en Alabama, un État du sud-est des États-Unis, voisin du Mississippi. Bonjour Gérard Coget. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature à l'Université de Lille. C'est vous qui signez la traduction de Blues pour l'homme blanc, cette pièce du poète américain James Baldwin, écrite en 1963, parue en 1964 aux États-Unis, produite aussi à Broadway, mais encore inédite ici en France. C'est les éditions Zone qui ont la bonne idée de nous la présenter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte James Baldwin écrit cette pièce? Qu'est-ce qui le presse au fond de prendre sa plume pour écrire ce texte? Eh bien, d'assez nombreux événements. Donc la pièce paraît en 64, vous venez de le dire, elle sera jouée la même année à New York et évidemment Baldwin l'a écrite disons à partir de 63, enfin c'est là qu'il a pris sa décision. Alors je dirais le contexte général, si vous voulez, c'est évidemment l'agitation qui secoue le pays. On vient d'entendre quelques témoignages particulièrement parlants à cet égard. L'agitation qui secoue le pays en 1963 et particulièrement les États du Sud lorsqu'il est question de déségrégation qui a été ordonnée d'ailleurs par la Cour suprême et déségrégation en particulier sur le terrain scolaire. On sait que les premiers enfants noirs, étudiants noirs, qui ont voulu intégrer une école qui était jusque-là réservée aux Blancs, ont dû être en fin de compte accompagnés par la garde nationale pour pouvoir rentrer, encore que les choses ne se sont pas déroulées très facilement. Alors, il y a deux événements, Gérard Coget, juste en 1963, ces Paroles d'Américains qu'on vient d'entendre, on est au printemps, en mai 63, un peu plus tard, à la rentrée 63 en septembre, il va y avoir un attentat à la bombe dans une église de Birmingham en Alabama, où 4 jeunes adolescentes vont mourir, adolescentes noires. Ça, c'est un premier choc pour Baldwin. Et puis un deuxième, à l'été, c'est l'assassinat d'un de ses camarades militants des droits civiques, Medgar Evers, par un suprématiste blanc de cette même année-là. Et ça va faire réagir l'homme noir qu'est aussi James Baldwin. Oui, parce que, si vous voulez, c'est ce qui le secoue fortement après ces deux événements que vous venez d'évoquer, il consacrera 2 épigraphes à la pièce d'ailleurs.
ce qui va beaucoup le choquer, c'est, au fond, après l'assassinat d'Emmett Till, dont vous avez parlé tout à l'heure, en 1955, dans le Mississippi, ce meurtre, si vous voulez, avait fait grand bruit aux États-Unis parce que il avait été précédé d'atroces tortures et la photo du corps mutilé de ce jeune homme avait circulé dans la presse aux États-Unis et rappelons que ce jeune homme qui venait de Chicago et qui se retrouvait, qui ne connaissait pas du tout le climat de terreur qui régnait dans les États du Sud, il a connu ce destin terrible pour avoir simplement sifflé une femme blanche dans la rue. Pas davantage. Alors rappelons que les meurtriers ont été acquittés. Alors effectivement, Baldwin est fortement secoué émotionnellement et dans la pensée, si vous voulez. C'est que 9 ans après ce qui s'y a semblé être une émotion nationale, rien n'a changé. Les mêmes faits se reproduisent quasiment à l'identique et suivis de la même absence de sanctions judiciaires. Voici ce qu'il écrit dans sa préface à la pièce. Ce qui est atroce, c'est presque désespérant dans notre situation raciale actuelle, tient au fait que les crimes que nous avons commis, et je vous fais remarquer qu'il emploie un « nous » ici, ça veut dire il se considère comme citoyen de la nation, donc c'est la nation entière dont il est question ici. Les crimes que nous avons commis sont si terribles et si indicibles qu'accepter cette réalité mènerait littéralement à la folie. Alors, pour se protéger lui-même, l'être humain ferme les yeux, réitère compulsivement ses crimes et entre dans un obscurantisme spirituel que personne ne peut décrire. Alors, vous voyez, une telle affirmation nous montre à quel point Baldwin démonte les mécanismes extrêmement complexes du racisme. Le racisme est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre et il nous donne en quelque sorte, il essaye de nous faire comprendre pourquoi les faits se réitèrent avec cette constance, cette invraisemblable récurrence dont on vient encore d'avoir un exemple effectivement dimanche dernier. Et tout ça avec une approche, pardon Gérard Cogget, qui est vraiment anti-manichéenne. C'est la force vraiment de ce texte de James Baldwin, c'est qu'il donne à réfléchir à tout le monde, presque aux deux communautés. Il raconte et il montre à travers cette pièce qui refait presque le procès de ce jeune Emmett Till, adolescent donc de 14 ans, tué et dont l'assassin sera acquitté par le jury. Il demande à chacun de s'interroger et il montre que tous les Américains, noirs comme blancs, sont au fond aussi le produit d'une même histoire, de cette histoire qui est en train de se jouer encore à ce moment-là. Absolument. Absolument. Et c'est ce que Baldwin affirmera souvent, à savoir que les États-Unis, contrairement à ce qui est véhiculé, les États-Unis ne sont pas une nation blanche. Les États-Unis sont une nation où il y a des gens qui se croient blancs, dit Baldwin, où il y a des gens également qui sont obligés de penser qu'ils sont noirs, mais qui, au fond, peuvent très bien se passer de cette caractéristique de leur identité. Baldwin a souvent dit que jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, il ne savait pas qu'il était noir. Il a dû le découvrir parce que il a dû s'en convaincre parce que c'est l'image qu'on lui a donnée. Et donc, voilà, bon, si vous voulez, par l'intermédiaire de ces personnages dans la pièce, vous savez, il y a cette interrogation sur je voudrais revenir, par exemple, à ce que disait, à ce qui était dit par je crois que c'était la sœur de Jacob Blake, qui disait, vous savez,
mon frère, bon, quand vous prononcerez son nom, dites qu'il était un père, dites qu'il est un père, dites qu'il est un mari, dites qu'il est un oncle, mais dites surtout qu'il est un homme. Voilà, je crois que là, dans cette phrase, Baldwin a tenté de nous expliquer cela avec des milliers de pages, tellement le problème est complexe. Oui, les Africains américains sont des hommes. Voilà ce qu'on est encore obligé de dire en 2020. Alain Mabanckou, justement, se prononçait il y a 2 jours sur l'écriture très particulière de James Baldwin à l'occasion de la parution de son Rumeurs d'Amérique chez Plon. Je vous propose de l'écouter. James Baldwin a critiqué longuement une certaine littérature américaine qui est une sorte de littérature un peu angélique lorsqu'il s'agissait de parler de la couleur. Et je l'ai dit quelque part que les plus grands textes même anti-esclavagistes ont été écrits par des auteurs blanches, des femmes blanches. Donc La case de l'oncle Tom, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur sont des textes écrits par des femmes blanches qui ont révolutionné les choses et dans lesquels La case de l'oncle Tom a même poussé jusqu'à les politiciens à regarder la question des abolitions. Donc, paradoxalement, parfois ceux que nous prenons pour nos ennemis, il faut toujours aller gratter à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un allié ou une alliée quelque part qui pourrait nous permettre de voir le chemin plus clairement ? Voilà, alors on se demande toujours si les écrivains ont une écriture féminine ou masculine, noire ou blanche, essayant de renvoyer chacun aussi à ses particularités. Là, James Baldwin semblait écrire pour tout le monde. Ce texte, il l'adresse à qui, néanmoins, pour vous, ce blues pour l'homme blanc, Gérard Cogé ? Oui, alors, on a repris le titre français, Blues pour l'homme blanc. Bon, en anglais, c'est Blues for Mr. Charlie. Mr. Charlie, on sait que dans le langage codé maintenant, enfin je crois que tout le monde le sait aux États-Unis, mais dans le langage codé pendant longtemps, Mr. Charlie c'était le blanc. Hein. Et si vous voulez, je peux vous citer aussi une petite remarque que faisait Baldwin à propos de d'une certaine sauvagerie de la répression, lorsque Baldwin disait que, vous savez, pour qu'un homme, écrivait-il, éprouve le besoin de tenir en respect, il parlait de certaines interventions extrêmement violentes pour réprimer les manifestations, pour qu'un homme éprouve le besoin de tenir en respect une femme à terre en lui appliquant un aiguillon à bestiaux sur le cou, il faut que quelque chose de terrible soit arrivé à cet homme. Et, fin de citation. Alors, moi je crois que par ce quelque chose de terrible, Baldwin entend évidemment l'idéologie dominante qui a fait de cet homme ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, pourquoi est-il devenu ce qu'il est devenu ? Eh bien, je crois que dans cette pièce, par l'intermédiaire de ces personnages, qui appartiennent en gros à deux ou trois générations, une pièce où les grands thèmes que Baldwin met en scène sont la peur, la réalité de la ségrégation, la conviction chez les Blancs d'appartenir à une catégorie supérieure, d'être, à dire le vrai, les seuls êtres humains du lieu, et la nécessité de maintenir les Noirs à leur place, et puis surtout peut-être le caractère tout à fait véniel, si je puis dire, du meurtre d'un Noir, la quasi-certitude de l'impunité chez ceux qui perpètrent de tels actes, et puis, peut-être encore pire, j'allais dire, la criminalisation des victimes. Et cette dernière réalité, on le sait, on l'a encore entendu, même dans notre pays, eh bien, cette dernière réalité est une constante du discours raciste. On voit très bien ça dans la pièce. Le jeune homme qui a été assassiné, Richard, au fond, le procureur
à l'acte 3, on le voit très bien lors du procès, le procureur va s'arranger pour essayer de prouver qu'au fond... Il était responsable. Le vrai responsable, c'était lui. Donc il y a double peine, voilà. Et il y a déni de justice, comme vous le racontez bien, Gérard Cogé. Vous venez donc de traduire et préfacer ce blues pour l'homme blanc, pièce encore inédite de James Baldwin qui paraît aux éditions Zone, pièce dont l'auteur disait lui-même « Toute l'action de la pièce s'articule autour de la volonté de découvrir comment cette mort est survenue et qui, véritablement, à part l'homme qui a physiquement commis l'acte, est responsable de sa mort. L'action de la pièce implique l'effroyable découverte que personne n'est innocent, tous y ont participé, comme nous tous y participons. » France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. France Culture avec la réalisatrice documentariste France Swinberge à l'occasion de la diffusion sur Arte vendredi prochain en deuxième partie de soirée de son documentaire Aretha Franklin Soul Sisters, portrait de la chanteuse militante qu'elle était. 1967, Aretha Franklin sort Respect, le succès est fulgurant. Elle va acquérir, France, une notoriété totalement inédite. Pourquoi une telle déflagration ? C'est la bonne chanson au bon moment, en fait. Déjà, c'est une chanson très forte. Elle fait une reprise d'Otis Redding en renversant, qui est plutôt une chanson un petit peu macho, on peut le dire, à la base, où en substance, il dit à sa femme « Écoute, quand tu rentres à la maison, j'aimerais bien que tu respectes. » Et quand elle renverse la chose en disant « T'inquiète pas, de l'argent, j'en ai aussi, et je suis pas ta femme au foyer. » Donc, elle raconte un peu... elle renverse cette chanson, elle en fait un tube absolument incroyable. Et il se trouve qu'on est dans un contexte aux États-Unis où il y a un besoin d'émancipation des femmes, mais aussi de la jeunesse blanche américaine. On est en pleine guerre du Vietnam. Les Noirs, évidemment, les droits civiques, le Black Power. Donc, en fait, ça va devenir un peu l'hymne, ça va devenir le mantra de toute une Amérique qui est en rupture, finalement, qui a envie de rupture avec son histoire. Voilà, il y a des émeutes dans la ville. Elle devient à ce moment-là vraiment une figure, non seulement de la scène musicale, mais aussi politique. C'est un hymne pour tous ceux qui sont dépossédés, dit l'un de vos interlocuteurs dans le documentaire. Comme Baldwin, elle parle en fait au-delà de sa communauté. Elle parle aux Noirs comme aux Blancs. Et avec Respect, elle va surtout se faire la voix des femmes, de toutes les femmes. L'album I Never Loved a Man the Way I Love You a complètement changé la donne dans le monde de la pop. Il a propulsé Aretha dans la stratosphère et élargi le champ des possibles de ce qu'on pouvait faire avec un disque pop. Respect, à l'origine, avait été enregistré par Otis Redding et c'était un très bon titre de rhythm and blues. Aretha se l'est approprié. Otis Redding a même dit qu'elle lui avait volé sa chanson. En réenregistrant ce titre d'Otis Redding, elle a pris une chanson dont le message est très clair. Un homme demande le respect à sa femme quand il rentre le soir après une longue journée de travail. Et elle a complètement interverti les rôles. C'est maintenant une femme qui demande à l'homme qui partage sa vie de la respecter. C'est la première fois qu'on entend le point de vue d'une femme sur ce qu'elle est en droit d'attendre au sein de son foyer. C'est un cours de féminisme. C'est même une masterclass de féminisme.
Dans la lutte pour la reconnaissance des droits civiques, la musique va prendre une grande place. Les chanteurs, les musiciens vont être peut-être parfois malgré eux écoutés, très suivis. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Aretha Franklin était une militante ? Est-ce qu'elle avait à cœur de mener ce combat ou est-ce qu'elle s'est vue chargée aussi de toute cette symbolique un peu malgré elle ? C'est un peu des deux en fait. Elle a une partie de militantisme très discret, c'est-à-dire qu'elle va financer, elle va accompagner Martin Luther King, mais de façon parfois assez... Enfin, elle va faire des concerts, elle va financer le mouvement des droits civiques, mais de façon assez discrète. Et dans ses prises de position, elle en parle assez peu. C'est toujours très détourné. Sauf à un moment, quand Angela Davis est accusée donc, de meurtre, et là, elle va publiquement prendre sa défense, qui à l'époque est un acte... Elle aurait pu risquer sa carrière pour ça, parce que Angela Davis, elle est femme, noire et communiste. Donc autant dire que dans l'Amérique de cette époque-là, au début des années 70, c'est pas évident. Et elle propose de payer la caution de sa libération à hauteur de $200 000, ce qui est énorme pour l'époque. Et ça, c'est quelque chose qu'Angela Davis n'oubliera jamais. Angela Davis parle tout le temps d'Aretha Franklin en disant qu'elle a mis en musique ce combat-là, ce qui est, donc, je la cite. Donc effectivement, elle a cette importance-là, bien sûr. Aujourd'hui, les inégalités, les violences policières de George Floyd à Jacob Blake, encore ce week-end, on entend la colère qui gronde à nouveau aux États-Unis depuis quelques mois, mais cette histoire-là, elle n'est pas nouvelle, comme le rappelle la sœur du jeune Jacob Blake, grièvement blessé ce week-end par la police lors d'une manifestation. Notre invité Gérard Kogel l'évoquait, Thomas Cluzel également dans son journal, dans le sillon d'Aretha Franklin, qui a été quand même une pionnière avec sa génération. Est-ce que vous diriez qu'il y a une nouvelle génération d'artistes, de chanteurs aujourd'hui aux États-Unis qui a repris le flambeau pour dénoncer les inégalités et surtout pour appeler chacun au respect? Oui, bien sûr, mais de toute façon, à commencer par le hip-hop, je veux dire, on peut repartir à Public Enemy et les violences policières. C'est, en fait, ce qui est assez tragique, et je m'en suis rendu compte en finissant ce film, c'est que on a l'impression de quelque chose qui stagne et qui n'évolue pas, voire qui régresse. C'est-à-dire que vous parliez des émeutes de Détroit. Ce qui a mis le feu aux poudres à Détroit, c'était... la situation était tendue, mais c'est des policiers qui bousculent une femme enceinte. Moi, je termine ce film et c'est George Floyd avec un genou sur le cou. Donc on a l'impression de cette violence qui ne s'arrête pas et que finalement, effectivement, depuis 50 ans, plein d'artistes mettent ces choses, mettent la lumière et se battent pour ça, mais avec le sentiment d'une histoire tragique qui se répète. Mais qui continue à avoir besoin de porte-voix. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, France Wimberg. Je rappelle que votre documentaire Aretha Franklin Soul Sister sera diffusé vendredi prochain, le 4 à 22h25, en deuxième partie de soirée sur Arte. La Grande Table, une émission programmée avec soin par Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Jean Bulot, préparée par Laura Dutèche-Pérez et désormais réalisée par Thomas Beau, avec l'aide précieuse de Anouk Delfino et de Madeleine Martineau. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous sur France Culture.